Bonjour, pour la séance 3 de notre thème 1, les relations internationales depuis 1945, nous avions vu en cours la décolonisation qui a eu lieu à compter des années 50. Alors pour ce chapitre, nous avions axé notre cours sur l'exemple de deux pays très particuliers, l'Inde et l'Algérie, pour une raison évidente. Elles étaient tout d'abord les colonies de deux différents pays. L'Inde était une colonie anglaise, hein. La Compagnie des Indes s'est implantée en Inde à compter du XVIIe siècle. Et l'Algérie était une colonie de peuplement française depuis l'arrivée des Français à Alger en 1830. Et ces deux pays, enfin, ont connu un processus de décolonisation très différent, puisque l'Inde a été décolonisée pacifiquement, entre guillemets bien sûr, hein, puisqu'il y a quand même eu violence, répression, grâce à l'action notamment de Gandhi, Mahatma Gandhi, hein, ça veut dire la grande âme. Et Gandhi, qui était un avocat indien qui a fait ses armes en Afrique du Sud, est revenu en Inde au début du XXe siècle et a été l'un des initiateurs du parti du Congrès, grand parti qui existe encore aujourd'hui en Inde, en lançant notamment un mouvement qu'il a appelé la Satyagraha, littéralement la non-violence. Donc pour Gandhi, prendre les armes face aux Anglais était voué de toute façon à l'échec, et la violence pour Gandhi n'était pas une solution en soi. C'est pour ça qu'il a mis en place toute une série d'actions pour faire en sorte que l'Inde ne devienne plus intéressante pour les Anglais et plus contrôlable. Alors pour cela, il a lancé plusieurs actions non violentes, à commencer par la marche du sel, cette grande marche qui a eu lieu en 1930 et qui a permis aux Indiens de se rendre compte qu'ils pouvaient récolter eux-mêmes le sel de l'océan Indien qui borde l'Inde de chaque côté du sous-continent. Donc évidemment, les Anglais avaient imposé des impôts, hein, aux Indiens sur ce sel, et le fait de le récolter eux-mêmes était à la fois un acte de désobéissance, mais aussi un acte de résistance économique face à ce qu'avait imposé le colonisateur anglais. Et puis, à compter de 1942, Gandhi a lancé toute une série d'actions en Inde qu'il a appelé la désobéissance civile, mouvement qu'il a appelé Quit India, donc littéralement quitter l'Inde, en encourageant notamment tous les fonctionnaires indiens qui travaillaient pour l'administration britannique de ne plus obéir aux ordres des Anglais. Les juges ne devaient plus juger, les policiers ne plus arrêter, etc., etc. Il a lancé aussi des mouvements de boycott, notamment des vêtements et des produits anglais, puisque l'Inde était un débouché commercial obligatoire des produits venant d'Angleterre, notamment des filatures anglaises. C'est pour ça que Gandhi lui-même a montré l'exemple, enfilant lui-même ses vêtements. On peut voir de nombreuses photos. On a Gandhi assis au pied eh bien d'une fileuse vêtements et puis de voir lui-même tisser ses propres vêtements. Donc en 1947, l'Angleterre finit par concéder l'indépendance à l'Inde, mais l'Inde malheureusement se divise sur des bases religieuses. Des affrontements violents opposent d'un côté la communauté hindoue à la communauté musulmane, et ces débordements ont fini par créer une scission, ce qu'on appelle une partition de l'Inde en deux grands ensembles. D'un côté, le Pakistan pour les musulmans, qui s'est lui-même subdivisé ensuite entre le Pakistan et le Bangladesh, du côté du golfe du Bengale, et de l'autre côté, l'Inde ou l'Union indienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a été créée essentiellement pour les hindous, mais qui jusqu'à aujourd'hui compte une très forte minorité de musulmans. À plus de 200 millions de musulmans habitent en Inde, ce qui fait virtuellement de l'Inde le deuxième pays musulman du monde, derrière l'Indonésie. Et donc de l'autre côté, on a eu l'Algérie. L'Algérie était une colonie de peuplement, ce qui n'a pas empêché non plus évidemment les Français d'exploiter les ressources que pouvait lui donner l'Algérie, bien sûr, notamment son agriculture. Et depuis le milieu du 19e siècle, des colons français sont venus en Inde s'y établir, alors par vagues successives, hein. Il y a notamment des Alsaciens qui sont venus après le conflit de 1870 habiter en Algérie, après que l'Alsace soit devenue allemande. Et cette communauté française et plus largement européenne a fini par être appelée les Pieds Noirs et a formé peuplement quand même une très forte minorité, 1 million d'habitants sur les 9 millions que comptait l'Algérie en 1954.
Des mouvements indépendantistes algériens se sont formés, hein. Dès les années 30, un pharmacien qui s'appelait Ferhat Abbas a milité pour une autonomie de l'Algérie au sein de la communauté française, ce qui a été refusé. Et en 1945, les Algériens eux-mêmes ont formé différents mouvements spontanés réclamant l'indépendance, des drapeaux algériens notamment qui ont été brandis lors de la célébration de l'armistice en 1945 et qui ont été très sévèrement réprimés, notamment à Sétif, dans le nord de l'Algérie. En 1954, mouvement indépendantiste algérien armé, qui s'appelait le FLN, pour Front de Libération Nationale, fomente plusieurs attentats contre la communauté française d'Algérie, ce qui a été appelé la Toussaint Rouge, puisqu'elle a eu lieu le jour de la Toussaint, le 1er novembre 1954. Plusieurs morts, hein. Ce qui a eu pour effet bien de faire intervenir l'armée française en Algérie, et ce qui a déclenché un très violent conflit qui a duré 8 ans, la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Finalement, De Gaulle, qui avait été appelé au pouvoir par les Français d'Algérie en 1958, qui en a profité d'ailleurs pour fonder la Ve République, finit par organiser des référendums et organise des accords d'Évian qui, en 1962, donnent l'indépendance à l'Algérie. Les pieds noirs d'Algérie refluent en France, hein, c'est le fameux slogan la valise ou le cercueil, et accompagné notamment par les Algériens qui s'étaient battus du côté de la France, on appelait des harkis. Entre-temps, en 1955, une grande conférence a eu lieu à Bandung, en Indonésie, et qui regroupait les pays nouvellement indépendants, essentiellement les pays d'Asie à cette époque-là, et qui s'est regroupé autour de grands leaders comme le leader indien qui s'appelle Nehru, celui qui a succédé à Gandhi, le président indonésien Sukarno, et de l'autre côté, on avait eu notamment Nasser, président d'Égypte. Et ces grandes figures ont appelé au non-alignement en pleine guerre froide, c'est-à-dire ne pas rejoindre l'un des deux camps, former une voie autonome, une nouvelle voie puissante, ce qu'on a appelé le mouvement des non-alignés, mais un mouvement qui, au final, a fini par ne pas être si efficace que cela, puisque la plupart de ces nations ont fini par s'aligner ou à défaut conclure des accords avec au moins l'une ou l'autre des puissances de la guerre froide. C'est ainsi notamment que le Pakistan a fini par devenir un principal allié des États-Unis dans le sud continent asiatique et que l'Égypte a eu des liens étroits avec l'Union soviétique. Et autre point, pendant cette conférence de Bandung, il a été question d'aider les pays qui étaient encore colonisés à être des pays indépendants. C'est pour ça que de nombreux pays nord-africains, notamment la Tunisie et l'Égypte, ont accueilli les leaders du FLN qui cherchaient à échapper à la répression. Voilà pour ce cours. Prochaine vidéo, notre dernier chapitre du thème 1 sur le monde depuis le tournant des années 1989.